Bonjour et bienvenue dans cette première semaine d'octobre de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, et par évidemment le DAF qui aujourd'hui est particulièrement en amour de moi. Voilà. Donc aujourd'hui on a décidé de parler d'une question qui moi me taraude depuis un moment, qui est l'impact des banques centrales. Alors comme ça peut paraître effectivement un sujet pas vraiment glamour, mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que la panade dans laquelle on se trouve actuellement, l'inflation qui a été générée par les banques centrales par une émission monétaire absolument dingue et jamais vue dans l'histoire, est aussi une situation que nous n'avions jamais connue avant. Et pour regarder effectivement dans ta vie. Dans ma vie, et en tout cas dans... Moi j'avais connu un peu avant. Il y avait déjà eu un intermède dans les années 70. Dans les années 70, voilà. Mais c'est pourquoi... alors, parce qu'en fait, j'ai lu un papier très intéressant d'un de vos associés qui s'appelle David Hay, qui a fait qui a écrit un bouquin et qui a fait un dossier en 2 parties sur ce qu'il appelle The Anti-Bubble Years, qui commence à peu près en 64 jusqu'à maintenant, et qui était en fait, pour lui, le monde bullish des bonds. Des obligations. Et donc, il est revenu, en fait, sur toute cette période qui était quand même assez fascinante pour, j'imagine, dans le milieu de la finance en tout cas, qu'ont été la période qui a commencé pratiquement avec cette inflation qui a été galopante au moment de Bretton Woods, de la fin de Bretton Woods, un petit peu avant, 64. Ça a commencé à se détériorer en 64 et ça s'est vraiment pété en 71. Voilà, c'est-à-dire c'est ce qu'il dit. Donc tu as eu d'abord le gun and butter policy qu'on a pris plein pot. Ensuite, le début du syndicalisme un peu aux États-Unis, l'impact de la Fed qui est rentré, jusqu'à ce que Volcker arrive. Volcker arrive. J'arrive pas à le... Volcker. Alors, dans le fond, ce que tu me demandes de faire, c'est d'essayer de faire un peu un résumé de ma carrière, quoi, parce que ces 50 dernières années, j'ai commencé en 71, ça fait donc 50 ans, et c'est là où tout a commencé à bouger très fortement. Avant ça, on était dans un monde assez stable, où, pour rappeler ça aux gens, il y avait tout le monde était fixé par rapport au dollar, et le dollar était lui fixé par rapport à l'or. Voilà, parce qu'on est pré-Bretton Woods qui s'est arrêté par Nixon en 72. Non, Bretton Woods c'était 46, et à ce moment-là, on avait arrêté ce monde qu'on appelait le gold dollar standard, c'est-à-dire donc c'est ça auquel je pense. Le gold dollar standard, c'est-à-dire que le dollar, qui était le pivot du système, était fixé en or, et tout le monde se fixait dans le dollar, ce qui permettait de minimiser le rôle de l'or, et le dollar devenait as good as gold, c'était aussi bien que l'or. Et ce système a tenu donc de 46 à 71. Et puis au moment de la guerre du Vietnam, les États-Unis en même temps, la guerre du Vietnam avait été lancée par un président américain qui s'appelait Johnson, c'est là lui qui a vraiment commencé vraiment ça avait été lancé par les Kennedy, mais c'était suivi par Johnson. Et Johnson a fait en même temps la grande révolution sociale aux États-Unis, pour essayer de faire des États-Unis une social-démocratie. Bon, donc en particulier, il a fait monter les subventions pour les Noirs de façon extraordinaire. Sécurité sociale, famille, et tout ça a beaucoup monté à ce moment-là. Et donc, on a appelé ça la politique des canons et du beurre, parce que, normalement, il aurait fallu choisir entre soit la guerre à l'extérieur, soit le beurre à l'intérieur. Et là, on a choisi d'abord et les canons et le beurre, et de ne pas augmenter les impôts. Voilà, donc énormément de dépenses sociales sur la domestique, à l'intérieur, et puis beaucoup de dépenses extérieures en faisant la guerre. Alors, ils achetaient les armes à l'extérieur à ce moment-là? Non, ils les fabriquaient eux-mêmes. Mais enfin, ça a un coût, la guerre. Ça coûte très cher, une guerre. Et donc, on avait le canon et le beurre. Et comme on n'augmentait pas les impôts, eh bien, les présidents américains, parce qu'ils ne voulaient pas augmenter les impôts, parce qu'ils auraient été battus aux élections, ce qui aurait été bien normal, et ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont demandé à la Banque centrale de financer les dépenses. C'est-à-dire un peu ce qu'on a aujourd'hui, de faire marcher la planche à billets, quoi, en termes. Ce que le gouvernement américain, ce que la Banque centrale a commencé à faire. Et alors, en 71, pour donner une idée de ce qui s'est passé... Donc 71, c'est Nixon. C'est Nixon qui casse ce lien entre l'or et le dollar, qui dit à partir de maintenant... Voilà, c'était ça auquel je pensais tout à l'heure. Il casse le lien en disant, bon, à partir de maintenant, parce que
Avant, si par exemple la France avait trop de dollars, parce qu'elle avait un excédent avec les États-Unis, elle pouvait demander, en tant que banque centrale française, d'être payée en or. Et voilà, c'est tout. Et non pas de déposer ses réserves à la Banque centrale américaine et d'acheter des obligations américaines. Ils demandaient de l'or. Il y avait une convertibilité. Il y avait une convertibilité du dollar. Du dollar. Pas des autres monnaies, mais du dollar. As good as gold. Donc, tu pouvais, si tu avais une créance, tu pouvais demander à payer c'est ce qu'avait fait De Gaulle. D'accord. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. Il avait demandé aux Américains de lui donner de l'or à la place des dollars. C'est bien, en même temps, comme ça nous faisait une réserve. Ça nous faisait une réserve, mais en même temps, comme du coup, les Américains n'aimaient pas du tout, parce que... Ah bah oui. C'était... Et alors, ce qui s'est passé... C'est une sorte de défiance aussi vis-à-vis de dollars. C'est de dire... oui, elle est gentille, votre monnaie, mais... Elle est gentille, votre monnaie, mais j'y crois pas un mot. Surtout si vous faites du guns and butter à la fois, là, c'est certain. Et c'est Rueff qui avait recommandé ça à De Gaulle, à l'époque. Diplomatiquement, c'est pas génial, mais économiquement, oui. Non, mais les relations entre les États-Unis et De Gaulle étaient moyennes. Très, très moyennes. Très, très moyennes. Et bon, alors, donc ça a fait sauter la convertibilité hors dollar. C'était août 71, ça, je me souviens. Et à ce moment, bon, ce qui se passe à ce moment, et la Banque centrale commence à financer les dépenses américaines, aussi bien intérieures qu'extérieures. Parce que là, elle n'est plus tenue par cet étalon or. Non, elle n'est plus tenue par cet étalon. Donc elle peut imprimer. Il n'y a aucune limite. Donc elle finance, elle imprime. C'est la monnaie qui commence, mais pour que les auditeurs se rendent compte de quelque chose, en 1971, le prix d'un baril de pétrole était à $1. $1, vous achetez ça, et les États-Unis étaient un gros producteur, puisqu'il y avait le Texas, l'Oklahoma, tout ça qui produisait beaucoup. 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, entre 82 et 83, le prix du baril était à $35. Entre-temps, on a eu la crise de l'OPEP en 74. Il y a eu 73, il y a eu la guerre israélo-arabe, et puis les pays arabes ont augmenté les prix du pétrole parce que ils étaient fâchés contre Israël. Mais ce que ça veut dire, c'est que d'un seul coup, j'ai souvent dit ici que l'économie, c'était de l'énergie transformée. Le prix de l'énergie a été multiplié par 33. C'est-à-dire qu'on a eu la récession la plus extraordinaire qu'on ait jamais eue en 73-74, Et puis après ça, les États-Unis ont laissé tomber le Shah en 78, le Shah d'Iran. Il a été remplacé par Khomeini, là. Et du coup, on a eu une deuxième dislocation du marché du pétrole, et boum, il est repassé, c'est là où il est passé de 10 à 35. Bon. Donc on a eu en quelque sorte une augmentation des impôts sur notre consommation qui a été absolument gigantesque au profit des producteurs de pétrole. Oui, donc un transfert de richesse de chez nous vers les pays du Moyen-Orient. Vers les pays du Moyen-Orient. Et je raconte à ce jour. À ce jour, oui. Et je raconte une anecdote, parce qu'il y a un très grand fonds international qui s'appelle Abu Dhabi Investment Fund, vous savez, qui est une énorme, c'est un peu comme le fonds souverain norvégien, c'est gigantesque. Et celui qui l'a créé, un garçon que je connais très bien, qui s'appelait Aldar Maki, qui était un de mes clients qui l'est toujours d'ailleurs, depuis toujours, était en train de faire ses études de médecine aux États-Unis. C'était une famille importante d'Abu Dhabi, il faisait ses études de médecine. Il a reçu un coup de téléphone du shir, en lui disant, bon bah alors, il se passe un truc, je comprends rien, me disait le shir. Nos banques reçoivent du pognon, on ne sait pas quoi en foutre. Il y a du pognon qui arrive de partout, je comprends rien. À Abu Dhabi ? À Abu Dhabi, il y a du pognon qui arrive de partout. Mais en quelle devise ? En dollars, parce que c'était le paiement du gaz, du pétrole, etc. Donc il recevait. Il faut que tu abandonnes tes études de médecine et que tu viennes de mettre de l'ordre là-dedans, je comprends rien. Et donc le type, il est rentré des États-Unis et il a créé l'Abu Dhabi Investment Authority qui maintenant gère pour mettre de l'ordre, qui maintenant gère $1 000 milliards, quoi. Et c'est pour donner une idée de l'espèce de transfert de richesse qui s'est passé en ce moment entre eux et nous. Il y a eu une récession épouvantable. C'est là que c'est ce qui a permis. Mais en 70, c'est pour ça que quelque part Giscard a perdu en 81 parce que il avait pas eu de peau parce qu'il a été dans toute la mauvaise période de 74 à 81, son septennat, c'est là où tout le monde a pris la claque. Là, donc, bon. Donc on a eu cette espèce d'immense transfert de richesse. Et au début, les banques centrales, aussi curieux que ça paraisse, n'étaient pas indépendantes du tout.
elles étaient quasiment sous les ordres du gouvernement. C'était un bras technique du gouvernement qui était censé imprimer de l'argent. Et puis est arrivé un homme qui s'appelait Milton Friedman, qui avait beaucoup écrit sur l'inflation, et qui a dit, écoutez, si on imprime beaucoup d'argent, ça finit par créer la hausse des prix, quoi. Enfin, ça, il y avait quand même pas mal de personnes qui devaient le savoir à ce stade. Il y en avait beaucoup qui le savaient, mais on ne s'intéressait pas tellement à la monnaie. L'économie n'était pas tellement dirigée vers le côté monétaire de l'économie et le côté financier. C'était plus industriel. C'était plus industriel, on dit bon. Et puis les prix ont commencé à monter de 3%, 4%, 5%, 6%. Et on est arrivé à une inflation à 2 chiffres. On est arrivé à presque à 16, le plus haut c'était 15-16% aux États-Unis, si mes souvenirs sont exacts. Mais en Angleterre, on est arrivé à 25%. Et donc c'était vraiment 25, c'est quand même beaucoup d'inflation, quoi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était intéressant, c'est que au début, les banques centrales ont complètement nié que l'inflation était structurelle. Elles ont dit ça va pas durer, c'est juste parce que le prix du pétrole est monté. C'est marrant, ça fait écho. Ça fait écho, exactement. C'était il y a 50 ans. Donc oui, non, mais là, j'ai un petit écho. Il n'y a plus personne, il y a plus que moi qui s'en souvienne, parce que moi, tous les autres, ils sont morts depuis longtemps. Mais c'est pour ça qu'en lisant cet article, encore une fois, j'ai eu cet effet d'écho, parce que je me suis dit, bon, moi, je ne l'ai pas vécu non plus. Hein. En 74, j'avais 4 ans. Mais il y a le quand prix même des sucettes montait très vite. Hein. Quand tu lis les phénomènes, les descriptions de la Banque centrale qu'il fait, on retrouve un pattern, je trouve pas le mot français, mais on retrouve vraiment cette impression. Cette impression que, dans le fond, alors, continue, parce que je t'ai arrêté. Donc, on a cette espèce d'inflation qui commence à monter, et on cherche des solutions. Et des taux d'intérêt qui étaient à 2 chiffres. Non, mais attends, ça met du temps, oui. Oui. Parce que les taux d'intérêt, la Banque centrale le montait, mais avec beaucoup de réticence. Quand l'inflation passait à 4, ils mettaient les taux à 3. Quand l'inflation était à 6, ils mettaient les taux à 5. Mais ils suivaient, mais avec retard. Donc, ils se disaient, mais ça va pas durer, vous inquiétez pas. Oui, c'est ce qu'il disait. Il disait « always coming from behind ». Always coming from behind. On était toujours en retard, quoi. Bon. Et donc, ce qu'on appelle les attentes inflationnistes ne cessaient de monter parce que les banques centrales faisaient rien. Elles continuaient à entretenir le mythe que ça n'allait pas durer. Et on a aussi fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, un homme comme Giscard, qui était une grande intelligence, il n'y a pas le moindre doute, c'était un type extraordinairement brillant. Il a cherché des solutions techniques à un problème... structurel. À un problème, oui, qui était structurel, ça. Par exemple, à l'époque, il avait mis des contrôles des prix, ce qui est une imbécilité. Ils l'ont fait aussi aux États-Unis. Ils l'ont fait aussi à un moment, sous Nixon, ils l'ont fait. Contrôle d'échange, pour empêcher deuxième ânerie. On l'a eu sous Mauroy aussi. On l'a eu sous Mauroy, et on l'avait avant même. Et contrôle du crédit, c'est-à-dire que c'était lui qui disait aux banques, vous n'avez pas le droit de prêter, votre bilan ne peut pas augmenter de plus de 6% cette année, ou n'importe quoi. Donc tout le monde se mettait. Je me souviens, on avait une réunion, à l'époque, c'était les 3 ans où j'ai travaillé à la Banque de Suez. Il avait mis, je crois, c'était le contrôle du crédit, je crois. Donc, grande réunion de tous les types qui n'étaient pas trop bêtes à la Banque de Suez à l'époque, pour savoir comment on allait tourner la réglementation. Bah oui, c'est la première chose qu'on fait avec les fiscalistes. Mais voilà, donc on s'était réunis. Alors, quelles bonnes idées vous avez pour pouvoir au moins prêter de l'argent sans qu'on passe sous les fauches codines, quoi. Sans se faire repérer. C'est comme de bloquer les loyers pour éviter la hausse des loyers, ça crée la pénurie de logements, etc. Bon, ça ne rate jamais. Donc au début, il y a eu beaucoup de trucs techniques. Et puis il y a un homme qui est arrivé, qui était tout à fait remarquable, qui s'appelait Volcker, qui était un grand banquier central, qui au début a essayé d'arranger les choses, et puis au bout d'1 an et demi, il s'est rendu compte, c'était vers 77-78, il avait été nommé par Carter, qui était un président lamentable. Mais il a fait la deuxième partie de son mandat sous Reagan. Et là, il a dit, écoutez, il y en a marre, les gars. On va faire un truc très simple. On va rendre l'argent tellement cher que tous ceux qui empruntent vont perdre. Sauf si c'est vraiment... l'investissement du siècle. Et donc, il a fait passer les taux d'intérêt à 15, 16, 20%. Le nombre de gens qui étaient étranglés, parce que tout le monde pensait que la monnaie allait s'écrouler. L'or, à l'époque, était passé donc de 35 en 1968-69. Oui, ça devait être ça. Je sais plus. Je crois qu'il était d'abord à 32, puis il était réévalué à 35, à 1000.
Donc, début 1980, on était à 1000, en janvier 1980. C'était bien, quoi. Ça avait un peu plus fait la hausse des prix du pétrole. Et donc, il fallait passer les taux d'intérêt à 15, 16, 15, 16, oui, à 2 chiffres. À 2 chiffres. Et du coup, les taux d'intérêt réels deviennent très élevés. Très élevés, oui, bien sûr. Après l'inflation, ils deviennent très élevés. Et à ce moment-là, tous ceux qui avaient emprunté commencent à sauter comme des bouchons. Et on a une récession considérable. Gros taux de chômage. Gros taux de chômage. Dans un premier temps. Mais du coup, aussi, les prêteurs sont très bien rémunérés. Les prêteurs sont très bien rémunérés, et c'est à ce moment-là, c'est pas pour me vanter, comme disait l'autre, mais quand même, en 1980-81, j'avais écrit un grand papier pour tous mes clients à l'époque, que j'appelais de l'inflation à la désinflation. Donc je disais, avec les taux d'intérêt réels à 4, 5 à 6%, écoutez, vous pouvez pas avoir d'inflation, ça paye pas d'emprunter. Donc la masse monétaire, la croissance de la monnaie va baisser, et donc vous devez vous bourrer d'obligations à 15 ans, parce que maintenant les taux d'intérêt vont bosser, et donc vous allez gagner pendant les 20 ou 20 ans. Et là arrive la crise de 82. Et là arrive la crise de 82, mais ça, c'était quand le Mexique saute. Parce que. Je suis désolé. T'as bien rigolé. Je suis désolé, mais parce que. Bon, c'est toute ma carrière, mais. Bon, alors je vais vous raconter un autre truc, mais qui est tout à fait dans la même idée. Bon, mon copain d'Abu Dhabi qui recevait plein de fric. D'où il venait ce fric? Non, il venait du fait que nous, la France et n'importe qui, on avait emprunté plein de dollars pour payer le pétrole. Oui. Tu vois, c'était... Et donc, on payait des taux d'intérêt là-dessus. On avait emprunté des dollars. Et en particulier l'Amérique latine avait emprunté des dollars massivement pour payer son pétrole. Et en particulier les banques françaises avaient inventé un concept extraordinairement brillant qui s'appelait le recyclage des pétrodollars. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient voir, il y avait un banquier brillant qui prenait un avion pour aller, je sais pas, à Mexico, et qui disait, donc, on va vous prêter les dollars dont vous avez besoin, nous, banque française. Bon. Mais pourquoi nous, on n'en a pas des dollars, donc nous aussi on les empruntait. Mais oui, mais par contre, on avait une filiale à Abu Dhabi. D'accord. Donc on se précipitait à Abu Dhabi et on disait, on prend vos dollars à 12%. On vous donne du 12% sur vos dollars. Pourquoi ces crétins de Sud-Américains, ils ne s'étaient pas fait une succursale à Abu Dhabi? Parce qu'ils n'avaient pas pensé, c'était trop compliqué. Et puis ils n'avaient pas le temps, ils ne connaissaient pas, ils ne parlaient pas l'arabe, ou j'en sais rien, nous ça faisait longtemps qu'on était là-bas. Donc on empruntait à 12 à Abu Dhabi. On leur refilait à 15. À 15 au Mexique. Et on gardait 2, 3... Et ça s'appelait le recyclage des pétrodollars. C'était absolument génial. Sauf qu'un jour, le Mexique, il ne peut pas payer les 15. Tu vois, ils n'arrivent pas, c'est trop, ils sautent. Donc c'est la crise de 82 dont tu fais partie, toute l'Amérique latine saute. Et on se rend compte avec horreur. Donc là, sur les marchés des actions... Attends, ça se pète la gamme, mais ça, c'est pas ça la question. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, toutes les banques françaises se retrouvent ayant emprunté des dollars. À Abu Dhabi, à 12, et rien en face. Et rien en face. Donc... Aucune hypothèque. Non, rien. Et le cours des banques absolument se ratatine. Et il faut à ce moment-là que le dollar se met à monter comme une fusée, ça a duré jusqu'en 85, jusqu'au moment où les Américains ont accepté en février 85. Je me souviens, il y avait des Américains en France en 83, 4, 5, ils achetaient tout. Ils achetaient tout, évidemment. Je me souviens des Américains aux Galeries Lafayette qui achetaient des maillots, mais par paquet de 10. C'est parce que c'était... le dollar à l'époque était à 10 francs français, quoi. Au début, il était à 4. Donc quand même, il avait bien monté. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les Américains, on fait une grande réunion au Plaza Athénée, au Plaza à New York, pas le Plaza Athénée, c'est à Paris. Plaza à New York, et ils décident qu'ils vont imprimer autant de dollars qu'il faut pour casser ce qui était en fait ce qu'on appelle techniquement un corner, c'est-à-dire qu'il y avait plus de vendeurs de dollars qu'il n'existait de dollars. Oui, mais ce faisant, ça remettait de l'inflation. Non, ça ne remettait pas, parce que s'ils n'avaient pas fait, on aurait une déflation épouvantable. D'accord. Donc ils ont simplement fait ça. Bon. Donc là, on est en quoi? On est en 85. Et à ce moment-là, ça déclenche, donc, comme il y a beaucoup de pognon dans le système et qu'il n'y a plus de risque de déflation-dépression, le bull market commence. Énorme bull market. Énorme bull market. Qui continuera jusqu'à 2000 à peu près. Qui continuera à peu près et qui trouvera son pic en 2000, voilà. Ouais.
Au moment où il y a eu la bulle Internet. La bulle Internet. La bulle Internet. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça s'est passé avec des taux d'intérêt réels assez élevés. C'est-à-dire que ça a été une bulle, si j'ose dire, une hausse parfaitement saine, où dans le fond on n'avait accès au capital que ceux qui avaient une rentabilité du capital suffisante pour justifier leurs emprunts, quoi. Donc c'était une bonne bulle bien saine. Enfin, pas une bonne bulle, c'était une hausse normale. Les taux directeurs étaient à combien à ce moment-là ? À ce moment-là, on était à 6, 7 et l'inflation était à 3, 4. Donc on a eu des taux réels comme ça pendant 20, 25 ans. Et donc le capital a été bien, aussi curieux que ça paraisse, de 1985 à 2000, allez, au moins pendant 15 ans. Le capital était bien loué. Le système marché, c'était un vrai système capitaliste. Celui qui empruntait, c'est parce qu'il pouvait gagner plus d'argent que le coût de l'emprunt, qui était à un prix normal. C'était pas un prix subventionné, c'était pas à 0, c'était à 4, 5, 6. Ce qui fait que, à la fin des années Clinton, en 2000, les États-Unis étaient en surplus budgétaire, ce qui est quand même assez étonnant quand on y réfléchit là où ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'inflation, donc c'était le capitalisme à son meilleur. Et si on regarde d'un point de vue sociétal, une grande hausse des ménages modestes vers le haut. Parce que c'est ce qu'il y a d'important dans une société, c'est pas que les plus riches, comme disent toujours la gauche, s'enrichissent, mais qu'il y ait véritablement toute la société une traction vers le haut. Et c'est dans ces années-là que saute le communisme. Parce que le communisme, il ne pouvait survivre qu'en nous empruntant de l'argent, mais s'ils nous empruntaient à 4 ou 5% réels, eux, ils ne pouvaient pas le payer non plus. Donc ils ont sauté comme l'Amérique latine a sauté, quoi. C'était... Donc les gars qui gaspillaient le capital, les communistes et les latino-américains, ils sortent, ils disparaissent. Donc on a à ce moment-là, on a une espèce d'équilibre extraordinaire. Et on a un équilibre extraordinaire parce que pour une fois, pendant 20 ans, on a laissé le marché fonctionner. Les types qui ne pouvaient pas payer, ils sautaient. Il y avait une banqueroute, on rachetait leurs actifs à 30 cents du dollar, et puis démerdez-y. Tu vois, il n'y avait pas des gens qui sanglotaient sur... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a arrêté ? Donc, il y a la crise de 2000. 2000, qui est une toute petite crise. Et, une crise, c'était une bulle spéculative, un peu sur ces trucs Internet. C'était pas très grave. Et de là... Effectivement, arrive cette histoire quand même en back-office de subprime, puisque ça a commencé... ça c'était bien avant. C'était avant le subprime, c'était vers 2007-2008. Oui, on est en 2008, mais enfin, donc ça a commencé... Et à ce moment-là, les banques centrales... Là, on est en 2000. On est en 2000, sont repassées sous le contrôle des Keynésiens. Et donc, on a eu une récession aux États-Unis, qui était une toute petite récession, qu'on voit à peine d'ailleurs sur les chiffres, enfin bref, c'était rien du tout. Et il y a une espèce de gros crétin qui s'appelait Bernanke, qui a dit la seule façon d'éviter une dépression, pour une dépression, il n'y avait qu'une raison. Il n'y avait pas plus de dépression. Il n'y avait rien du tout, c'est de mettre les taux d'intérêt à 0. Et donc, on est recommencé sur l'idée que pour que l'économie fonctionne, il fallait que les taux d'intérêt soient anormalement bas. Et là, on commence à voir des gens aux États-Unis comme Rand Paul et ainsi de suite hurler. Mais ça fait un petit moment qu'il hurle, le pauvre Rand Paul. Ça fait un moment qu'il hurle, mais ça a bien hurlé quand même, parce que Bernanke, même moi je m'en souviens, on râlait dessus. On râlait qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme il a maintenu les taux d'intérêt zéro, c'est compliqué tout ça, je suis désolé, mais je raconte un peu ma carrière là, je suis confus. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que vous êtes une compagnie d'assurance, vous touchez du 3 ou 4% réel avec les obligations d'État, vous n'allez pas vous casser les pieds pour aller trouver des investissements farfelus, quoi, ça ne tient pas une seconde. Mais si les taux d'intérêt sont à 0 et que vous ne gagnez plus un rond, il faut aller chercher des investissements farfelus. Et Wall Street, étant dans le métier d'offrir les produits que ses clients veulent, vous voulez des produits farfelus, je vais vous en créer. Et donc, ils ont créé toutes ces espèces de pyramides de produits sur l'immobilier, où dans le fond, sur la même maison, vous mettiez une dette qui était triple A, parce que si la maison se vendait à 10% de son prix, il n'y a que vous qui touchiez, les autres ne touchaient pas, puis ensuite, Puis vous créez toute une série de junk bonds comme ça. Et en fait, ils ont fait des produits mixtes qui étaient libellés par ces agences de notation. Absolument, triple A. Triple A parce qu'il y en avait une qui était triple A, et puis tout ce qu'il y avait à l'intérieur bien caché sous le tapis, c'était que des saloperies. Donc, ces agences de notation, si on doit retenir un truc, c'est quand même de la merde, on peut le dire. D'abord, c'est de la merde, et ensuite, il est quand même extraordinaire que le secteur privé des agences de location soit chargé de mettre des notations qui sont des règles
jurisprudentielle imposée par l'État. C'est-à-dire oui, que si l'État... On ne peut pas être juge et partie. Mais on ne peut pas être juge et partie. C'est le principe dans la fiscalité des ordonnateurs et des comptables. Voilà. Mais normalement, là, tu as l'ordonnateur, il disait, ça c'est un triplé. Et donc toutes les pauvres assurances se précipitaient sur le triplé. Mais normalement, l'agence de notation n'a pas de raison d'être. Ça devrait être le boulot de chaque compagnie d'assurance de faire son analyse de crédit et de décider... faire son audit. Faire son audit, de regarder, de décider. Bon. En même temps, on a donné une espèce de monopole de la notation à 3 trucs, ce qui fait que on s'est amené à un désastre, qu'on connaît tous, c'est la crise du subprime. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé dans le système avec des dettes complètement farfelues, gigantesques. Que personne ne connaissait. Personne ne connaissait parce qu'elles étaient là en dessous. Et on a, en 2008-2009, on a eu la grande crise financière. Et on s'est dit, on va peut-être revenir à quelque chose de plus raisonnable quand même. Eh bien, pas du tout. On a doublé la mise. C'est-à-dire qu'on a continué à mettre des taux d'intérêt extraordinairement bas. Et imprimer. Et à imprimer. Et au début, on a mis des taux d'intérêt extraordinairement bas. Et ensuite, comme ça ne marchait pas, les taux d'intérêt commençaient à monter, etc. Les banques centrales ont décidé d'acheter elles-mêmes les saloperies. C'est-à-dire que les banquiers centraux sont devenus les réassureurs du système financier. Parce qu'on l'a déjà dit ici, mais on va le redire, quand on vous dit « oui, la France se finance sur les marchés », non. Ça c'est fini, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'est-à-dire que la France dit voilà, demain, je lance une émission, voilà, et nos banques se précipitent pour la racheter, et ensuite la Banque centrale se reprécipite pour racheter ce que l'autre a acheté, prenant une commission au passage. Non, mais attendez, donc ça n'est pas les marchés, ce n'est pas les marchés, mais il faut expliquer ça aux auditeurs parce qu'ils ne le croiront pas. Dans les traités, il est interdit à la Banque centrale d'acheter sur le marché primaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le marché primaire? C'est-à-dire, la France dit, je vais faire une émission de 100 milliards de francs, j'en sais rien, ou d'euros, et j'achète directement. Moi, la Banque centrale se porte acquéreur de tout ou partie de cette émission. Bon, ça c'est interdit, c'est très très mal. Mais par contre, si la BNP en achète une partie, et dans la seconde qui suit se retourne pour la vendre à la Banque centrale... Ça c'est permis. Ça c'est permis, c'est pas pareil, c'est très bien. Ça c'est pas grave du tout. Ça c'est pas grave du tout, puisqu'il y a eu un intermédiaire. Il y a eu un intermédiaire, il y a quelqu'un qui l'a porté avant, donc c'est pas la Banque centrale qui a créé. C'est pas sale. Et donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation absolument extraordinaire et qui, moi, me laisse absolument pantois, où la création de monnaie n'a plus rien à voir avec l'activité économique du secteur privé, parce que c'était le secteur privé qui, quelque part, créait la masse monétaire par l'intermédiaire des prêts octroyés par les banques. Bon, on a souvent expliqué ça ici. Là, c'est fini. La monnaie est créée directement par l'État pour faire des piscines, Donc, c'est l'État qui décide des besoins de monnaie. C'est plus le gars... Autrefois, celui qui créait de la monnaie, c'est celui qui lançait une opération, qui empruntait de l'argent, qui lançait une opération, ça marchait, les gens achetaient son produit, ils pouvaient rembourser le prêt, donc ils détruisaient la monnaie qu'il avait créée. Là, il n'y a aucune monnaie qui est détruite, jamais. Ils en remettent. Donc, on est dans un système où la monnaie n'est plus une réserve de valeur, n'est plus un échantillon de valeur, et reste tout au plus un outil de transaction. Et je rentre de Londres, j'ai fait une conférence à mes clients là, hier, et je leur disais, on a quand même un sacré problème, c'est comment gérez-vous de l'argent dans un monde, dans le capitalisme, gérez-vous le capitalisme s'il n'y a pas de coût du capital? Si le coût du capital est zéro. Comment fait-on la distinction entre les mauvais et les bons investissements si ça vous coûte rien d'emprunter? Et donc, pour revenir sur le papier, sur ton papier de cette semaine sur le site de l'Institut, dont la conclusion était en gros, puisqu'ils font vraiment n'importe quoi, je citais Ron Paul tout à l'heure, c'est pas pour rien, puisqu'ils font vraiment n'importe quoi, au bout d'un moment, et je tiens à dire que c'est dans la bouche de Charles Gave que j'entends ça, est-ce qu'on serait, qui est un monétariste, est-ce qu'on serait quand même pas plus à l'aise de revenir à un système des talons or? Et il faut quand même, je dois dire pour ma part, le voir pour le croire, faut-il se dire que ces gens sont quand même si fièrement incompétents qu'on en arrive à devoir se tourner vers cette restriction qui est l'or
per se, puisqu'il y a une quantité limitée. Donc on sait qu'on est sur un marché sur lequel, en tant que banquier central, tu ne pourras pas avoir d'impulsion puisqu'il est fermé et tes pieds et poings liés à ta masse monétaire qui est liée à la quantité d'or que tu as. Alors ça, j'en avais discuté, encore une fois, je m'en excuse, je sais, il était très méchant, mais avec Milton Friedman. Il faudra qu'un jour on fasse une émission avec Milton Friedman sur Milton Friedman pour que j'explique un peu ce qu'il a eu comme idée et à quel point elles sont importantes dans le monde dans lequel on est. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de l'État noir? Il m'avait dit, bon, c'est pas si mal que ça, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire, il pensait que dans le fond, des gens compétents, à la tête des banques centrales, indépendantes, et il me disait d'ailleurs, pour faire mieux, ce qui prouve à quel point il était rigolo, il faut fermer toutes les banques centrales. Elles ne servent à rien, il faut les fermer. Il faut interdire à tout le monde de faire des opérations sur le marché d'échange, spéculatives. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un ordinateur qui augmente la base monétaire, c'est-à-dire la monnaie, la pointe de la pyramide inversée, qui est le crédit, là, de 3% par an, et on jette les clés. Pour que plus personne ne puisse s'amuser à manipuler ce truc-là. Comme ça, le marché saura que ça monte de 3% par an, et on trouvera le prix de l'argent sans problème. Donc, la grande idée de Milton Friedman, c'était de remplacer donc ces banques centrales complètement débiles par ce qui était le Bitcoin. Donc, on peut dire que là, le concept du Bitcoin, c'est Milton Friedman qui l'a eu. Et de décharger les hommes de la nécessité de faire monter. Parce que le grand inconvénient de l'État noir, c'est que la quantité d'or est fixe. Alors, si l'économie commence à se développer, les prix vont baisser, tous les gens qui sont endettés vont faire faillite. Parce que si tu laisses la masse monétaire monter de 3% par an, quand même, tu donnes assez d'argent au système pour qu'il s'auto-entretienne avec des prix stables, quoi. Bon, c'était ça son idée. Moi, j'avais trouvé ça brillant. À l'époque, je m'étais dit, mais il est complètement fou, supprimer les banques centrales. Ces gens sont très sérieux, il n'y a pas de... Et quand on voit ce qu'ils font actuellement... On se dit, ils sont fous comme des lapins, quoi. Bah, surtout la BCE. La BCE, mais la Banque centrale américaine, aujourd'hui... Mais c'est du n'importe quoi, c'est la masse monétaire. Donc qu'est-ce qui va se passer là pour M. Biden, d'après toi, dans le mandat à venir d'un point de vue monétaire, hein, parce que je ne parle pas de l'Afghanistan. Mais je sais pas si vous j'ai jamais très bien compris la notion de milliard. Quand on commence à me parler de milliards, moi je me dis, ça fait beaucoup de zéros, quoi. J'ai du mal à comprendre. Hein. Et là, on en est à 1000 milliards, des trillions. Et le plan budgétaire de M. Biden, là, qui a lui d'avoir du mal à passer au Congrès, mais enfin, on va voir, c'est d'augmenter les dépenses de l'État de 3200 milliards de... 3000 trillions. 1 billion. Voilà, c'est des sommes, mais c'est que personne ne peut comprendre, quoi. C'est tellement inimaginable. Enfin, de beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent, c'est ça, beaucoup d'argent, et que tout ça, ça va coûter rien à personne. Oui, ça, on a du mal à le croire, quand même. 3000 milliards de dépenses et que il va augmenter les impôts sur les riches, mais que ça va pas coûter tellement que ça. Et donc, je me dis, mais enfin... Donc, le guns and butter dont on parlait, mais on l'a aujourd'hui, puissance 10. On l'a aujourd'hui, puissance 10, c'est-à-dire qu'ils impriment de l'argent comme des fous, pour faire des dépenses sociales qui ne rapportent rien, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même eu aux États-Unis une prise en charge Covid, aussi, dans beaucoup d'industries. Il y a eu le Covid, et puis maintenant, ils veulent étendre la sécurité sociale, Medicare et Medicaid, là, les deux piliers, que tout le monde a à partir de 60 ans, ou s'il est très pauvre. À toute la population, ce qui est très bien, mais donc les dépenses vont exploser, c'est-à-dire que les dépenses de l'État américain vont passer de 30% du PIB à 40 ou 45. Mais toutes les études que j'ai faites dans ma vie montrent que quand le poids de l'État dans l'économie augmente, la croissance baisse, quoi. Parce qu'il n'y a pas de création destructrice dans l'État. Donc, et à côté de ça, il y a c'est une vraie question qui se pose dans cette génération de millénials et après, c'est que les gens aussi n'arrivent plus à devenir propriétaires de leur logement. Mais parce que les taux d'intérêt sont tellement bas que le prix des maisons est devenu invraisemblable. Et donc il y a quand même un vrai questionnement aussi social autour de ça. Les riches, c'est ce que j'ai dit toujours, quand les taux d'intérêt sont très bas, ceux qui ont des actifs peuvent emprunter pour acheter plus d'actifs, c'est-à-dire que le prix des actifs monte. Mais ceux qui n'ont pas d'actifs, c'est-à-dire ceux qui ont leur boulot, moi il y a 40 ou 50 ans, j'avais pas honte, ce qu'ils peuvent faire, c'est simplement vendre leur force de travail. Mais aujourd'hui, si ma force de travail, je ne sais pas combien elle serait dans le marché, mais je n'étais pas payé des masses quand j'étais jeune à la Banque de Chaise.
j'aurais pu envisager de m'acheter un appartement. Oui, avec un emprunt bancaire, ainsi de suite. Maintenant, si tu veux, les jeunes dans des grandes villes où le coût immobilier est tel, San Francisco, New York, ainsi, sont obligés à 35 ans de se retrouver en colocation et se disent, mais enfin, mes parents au même âge étaient propriétaires. Et ils pouvaient avoir 3 ou 4 enfants, et les enfants allaient dans une école qui était convenable. Et maman ne travaillait pas forcément. Maman ne travaillait pas forcément. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans un système qui fonctionne exclusivement au profit des riches qui sont bien informés. C'est-à-dire qui sont près de la Banque centrale. C'est un système, j'ai rien contre ces gens parce que ce sont des gros clients à nous, mais qui a été fait par Goldman Sachs pour Goldman Sachs. C'est-à-dire les Goldman Sachs de ce monde s'en mettent plein les fouilles et le reste de la population rame. Donc là, d'après toi... Donc on est dans un système où on est en train de foutre en l'air la monnaie. On est en train de foutre en l'air la monnaie et corrélativement revenir sur une inflation. Et qui va être très forte. Mais comme les gens me disent qu'il n'y a pas d'inflation, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une inflation phénoménale dans l'immobilier. Oui, parce que, encore une fois, aux États-Unis, ils mesurent ça par un indice qui s'appelle le CPI. Oui. Et même la façon dont ce CPI est calculé est très douteuse, un peu comme nous, quand on calcule la part de l'immobilier dans notre vie. Encore une fois, c'était ce dont on parlait il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ce qu'on devrait regarder, c'est qu'est-ce qui reste une fois qu'on a payé tous les trucs J'ai un ami qui est jeune, qui m'a fait une remarque récemment, qui m'a beaucoup touché, qui m'a bouleversé même, qui m'a dit, dans le fond, aujourd'hui, dans le temps, si j'épousais une femme qui avait fait de très brillantes études, qui avait été à Sciences Po et n'importe quoi, je faisais une bonne affaire, parce que c'était... Vous alliez travailler tous les deux. On allait travailler tous les deux, on allait vivre très bien. Aujourd'hui, il vaut beaucoup mieux que j'épouse une femme à qui son père laisse un appartement. Je sais qui t'a dit ça. C'était... et je me suis dit, merde, il a raison. C'est-à-dire que... Autrefois, il fallait que tu épouses une fille de pharmacien. Une fille qui avait une pharmacie, ça c'était le pied intégral. Si tu épousais une fille une pharmacienne, ça c'était le... tu pouvais ensuite... vivre le grand train. Vivre le grand train. Mais donc, quelque part, la valeur du travail, le travail s'est dévalorisé de façon extraordinaire à cause de cette politique depuis 30 ans vis-à-vis du capital. Et ça, c'est pas sain. Parce que les gens se disent, mais pourquoi je dois me décarcasser si j'arrive à rien ? Juste pour survivre. C'est pas... Il faut quand même que les gens aient une possibilité d'amélioration dans leur vie. Et ça, vous en aviez parlé quand tu avais eu ton entretien avec Anis Latchev aussi. C'était que l'acquisition aujourd'hui du prix Macquaran arrive beaucoup plus tard. Alors certes, autrefois, tu avais peut-être un emprunt qui était à 4, 5, 6% avec un taux d'intérêt qui était malléable. Mais aujourd'hui, en attendant, tu as peut-être des taux zéro, mais en attendant, tu mets 45 ans pour arriver à avoir un 2 pièces à Porte de Champéret. Voilà, c'est con. Est-ce que c'est une avancée ? Je ne sais pas. Non, c'est pas du tout une avancée. Et donc, grosso modo, il me semble que notre système financier a été capturé par une classe de plutocrates, dont j'espère qu'ils ne sont pas criminels, mais j'en suis pas certain. Enfin, il y a souvent des crimes qui sont commis, on les voit d'ailleurs, du style Madoff. Et nos systèmes économiques sont gérés en fonction des demandes de cette classe. Et ça n'est pas soutenable. Alors moi, j'avais quand même une lueur d'espoir, parce que c'est pas le tout d'échouer, il faut aussi que ses ennemis échouent. Et en cela, je me suis dit que ton papier de cette semaine, au moins, il y avait un espoir, c'est horrible, mais de se dire, les États-Unis aussi vont très mal. Bah oui, pour une fois, les États-Unis vont très mal. Parce que là, en Europe, avec la BCE, et depuis qu'on a ce traité de Maastricht, sait que... Et l'euro. Voilà, et l'euro, on sait que ça va pas aller super. Et je dis très paradoxalement que là où ça va à peu près, le seul pays qui pratique le capitalisme intelligemment aujourd'hui, c'est le communiste Chine, c'est la Chine communiste, quoi. Donc, je dis, mais on est dans un monde de fous, où ceux qui font marcher notre système le mieux, c'est les ennemis déclarés du capitalisme. Et les alliés des capitalistes, enfin... T'as des petits pays à la marge, comme la Suisse, ou la Suède, ça marche bien. Voilà, qui s'en tirent encore une fois... mais ils s'en tirent encore une fois, mais ça, c'est parce qu'ils ont su garder leur souveraineté monétaire, leur souveraineté juridique, etc. Donc ça, c'est important.
Mais donc, pour retracer un petit peu cette espèce de 50 ans... La Pologne va bien aussi. La Pologne va bien. Tous les pays de l'Est vont bien, à la condition qu'ils ne soient pas dans l'euro. Oui, la Pologne a une très forte croissance. Croissance économique et ça marche assez bien. Et des entreprises aussi. Et des entreprises. Et donc, ces 50 ans, ça a été donc l'inflation, la victoire contre l'inflation des gens qui comptaient, avec Volcker et Milton Friedman. Mais ça a été une victoire à la Saint-Georges qui terrasse le dragon, parce qu'il y est allé de face. De face, et ils s'en sont pris plein la tête. Plein la tête. Et on n'a pas essayé de couper la queue du chien en petits morceaux pour que la petite bête, on l'a coupé en une fois, clac. Ils y sont allés franco, et après ils ont récolté leurs fruits de leur travail, mais ça a été une période économique quand même pendant 2-3 ans assez difficile. Et ils ont serré les dents. Cela dit, comme Madame Thatcher l'a fait en son temps, parce qu'il y avait quand même le FMI... Ça se passait en même temps que Thatcher. Voilà, mais il y avait le FMI pareil, elle s'est pris les mineurs, elle s'est pris tout, et il a fallu un courage fou. Mais enfin, on a eu des gens... aussi, on a eu tout ça, donc ça a duré... ça a duré ensuite, la période de prospérité a duré, mettons, de 83 à 2000. Bon, c'était long. Et en 2000... Nous, on a créé l'euro, ce qui était une imbécilité foudroyante. On s'est dit, ça va bien trop bien, on va faire un truc. Voilà. Et tu sais, je réfléchissais à ça, ce que tu dis est intéressant, mais je réfléchissais à ça. Je me suis dit, pourquoi a-t-on créé l'euro? Donc, j'ai imaginé des tas de théories. En fait, je crois que le but derrière l'euro, c'était, de la part des Américains et des Français, c'était de détruire la Bundesbank. Parce que la Bundesbank, c'était un peu le statut du commandeur. Chaque fois qu'on faisait une connerie, il y avait le patron de la Bundesbank, Karl Ottopel ou Ottmayer. On a voulu tuer papa, c'était oedipien. On a voulu tuer le gars qui disait la loi, qui disait non, ça se passera pas comme ça parce que moi je l'empêcherai. Et quand il y avait l'Allemagne qui disait ben non, moi je foutrais pas ma monnaie en l'air pour vous faire plaisir, tous les gens qui avaient de l'épargne allaient en Allemagne, et puis ça foutait les autres en l'air, leur taux d'intérêt montait. Bon. Donc je crois que ça a été de la part de cette classe dirigeante, inspecteur des finances français, etc., une volonté délibérée de l'euro. C'était non pas une tentative de création de l'Europe, mais une tentative de destruction de la Bundesbank qui emmerdait les Français et les Américains. Ils ont bien réussi. Ah, ils ont parfaitement réussi. En l'espace de 20 ans, ils ont foutu en l'air la Bundesbank qui n'existe plus. Alors que c'était... Quand j'étais jeune, quand j'avais 40 ou 50 ans, c'était quand même... Une référence. Qu'est-ce qu'a fait la Bundesbank? Et puis on disait, quand la Bundesbank disait, bon, non, et c'était fin de la discussion. Fin de la discussion. Par exemple, la grande crise de 87, c'est passé parce que les Américains voulaient baisser les taux alors qu'il y avait de l'inflation à l'époque, et puis les Allemands ont dit aller au fer cuire à neuf, donc ils ont cassé les accords de taux de change qui avaient été faits à Paris, des taux de change fixes. Ils ont dit, nous on en a rien à foutre, on laisse filer, notre monnaie va monter, et du coup tout le monde s'est rendu compte que la Bundesbank n'était pas d'accord, et ça a créé le crack de 87. Mais la Bundesbank pouvait toute seule, comme elle était constitutionnellement indépendante du gouvernement allemand, elle pouvait toute seule dire vos accords diplomatiques, j'en ai rien à cirer. Et donc, on a eu cette statue du commandeur qui, dans le fond, nous a permis de survivre, et aussi curieux que ça paraisse, je prétends que c'est ce qu'essaye de faire la Banque centrale de Chine aujourd'hui. Remplacer la Bundesbank, devenir un peu la statue du commandeur du système. Et donc, ton papier finissait, puisque là tu parles de la Chine, on me demandait justement, parce que ton papier finissait en se demandant si pour les Américains, après tout, étant donné la mouise dans laquelle ils étaient, ça ne serait pas plus mal de revenir à un étalon or. Oui. Ce qui nous amène un peu sur le sujet de l'or. Mais ça voudrait dire que les Goldman Sachs de ce monde perdent de pouvoir. Bien sûr. Ça peut se passer. Donc, non, ils le feront jamais. Mais ça, c'est pas eux qui le feront, mais il faut d'abord qu'ils soient battus aux élections. Voilà, c'était une préconisation presque intellectuelle en disant, étant donné qu'ils sont tellement stupides, oui. Ça serait une façon de s'en sortir par le haut. Mais ils le feront jamais parce que ça serait un abandon de pouvoir et ils ont tout fait. Et puis sinon, ils ont peur de se retrouver avec la tête coupée, ce que je comprends très bien. Mais de l'autre côté, on a quand même la Chine dont tu parlais, la Banque centrale chinoise qui manipule quand même le cours de l'or. Pour l'empêcher de monter. Pour l'empêcher de monter. Parce que elle veut montrer, un peu comme les États-Unis l'ont fait. Donc si il devait avoir un étalon or, il devrait en répondre face pour l'instant à la Banque centrale chinoise, voilà. Qui tient les taux très bas, ce qui veut dire une convertibilité qui ne serait pas évidente face au dollar. Voilà, ce serait ce qui... C'est-à-dire que on retournera à l'étalon or que si la Chine lâche. Que si la Chine... que si le dollar s'effondre à un tel point
qu'il faut réintroduire quelque chose. Il faut oui, une stabilité. Une stabilité. Et donc, la Chine, à ce moment-là... Et leurs réserves sont bons? Ils les ont pas touchées? Ça fait 10 ans que la Chine achète tout l'or dans le monde. Oui, ça, la Chine, je sais, mais les États-Unis, ils n'ont pas touché leurs réserves? Non, en principe, les Américains, on rentre dans les théories du complot, là. En principe, les Américains ont le même stock d'or depuis 1945. Ils n'ont rien vendu. Donc, c'est les stocks d'or les plus importants du monde. Bien. Ils sont où, physiquement? À Fort Knox. Ah, tout en bas? Dans le trou, là-bas. Il y en a aussi un paquet à la JP Morgan ou à New York. Bref, ils ont de l'or un peu partout. Bon. Mais il y a des tas de gens qui disent qu'on n'a pas fait d'audit de ce stock d'or depuis 1945. C'est pas écrit quelque part qu'il faille le faire tous les 10 ans? Si, la Banque centrale doit le faire, mais personne n'a le droit d'auditer la Banque centrale. Ah. Et donc, l'une des grandes préconisations de Ron Paul, justement, dont tu parlais tout à l'heure... Un audit de la Banque centrale. Je veux savoir à qui ils ont permis de gagner plein d'argent l'an dernier en faisant des prêts, etc. Et il y a quelque chose qui est très gênant qui s'est passé cette semaine, ou la semaine dernière, on en a un peu parlé parce qu'on peut parler un peu de échanges. La réserve fédérale aux États-Unis était organisée par région. Vous avez la Banque centrale de Boston, la Banque centrale de Dallas, la Banque centrale de Kansas. C'est normal, c'est un immense territoire. C'est un immense territoire, et puis donc il fallait trouver des sources de liquidité, donc chacune était. Le président, je dis bien le président, le gouverneur de la Banque centrale de Boston et de la Banque centrale de Dallas se sont fait choper, ayant fait des opérations initiées sur les informations qu'ils avaient sur l'évolution des taux aux États-Unis. Donc ce sont des... Ce qui n'était pas interdit, hein. De jouer les taux? De jouer les taux, non, parce que c'est pour oui, eux, non. mais pour leur compte personnel. Oui, enfin, ce qui est quand même, du point de vue éthique, c'est inimaginable. Oui, enfin, c'est quand même moyen. D'accord, t'as pas joué un titre, t'as pas joué LVMH, mais enfin, c'est quand même moyen de jouer les taux. C'est pareil. C'est pareil, et surtout qu'ils avaient des informations. Enfin, c'est par définition, c'est une information privilégiée. Privilégiée, que les autres n'ont pas. Mais, que tu as eu de par ton statut. Que tu as eu de par ton statut. C'est pas une recherche que tu as fait ou, non, c'est pas un résultat de tes études. Et donc, là, les deux ont démissionné pour des raisons de santé. Oui, voilà. Mais ça prouve quand même que le personnel de la Banque centrale au plus haut niveau aux États-Unis est corrompu. Là, que eux aient démissionné, c'est bien, mais il faut démissionner toute la chaîne de commandement. Mais normalement, il faudrait démissionner toute la chaîne de commandement. Et donc, il ne va rien se passer avec cette majorité aux États-Unis, puisque ce sont des démocrates et que ils ont besoin de la Banque centrale pour continuer à financer leur folie, donc pour acheter leur saloperie. Mais enfin, on a des élections dans 1 an aux États-Unis, en novembre prochain. Et on va voir ce qui se passe. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça m'étonnerait que les démocrates l'emportent. Il risque d'avoir un retour de bâton terrible. Et ça m'étonnerait que les républicains ennemis de Trump l'emportent. Donc on risque les rhinos. Les rhinos l'emportent. Donc c'est pas du tout exclu qu'il y ait un petit nettoyage qui arrive aux États-Unis. Parce que là, si on réussit à faire un audit de la Banque centrale et à prouver toutes les manipulations qu'ils ont fait, qu'ils n'avaient pas le droit de faire, qu'on ne leur avait pas donné, etc., ce qui ne sera pas difficile à faire parce qu'ils ont fait plein de saloperies, on reviendra peut-être à un monde où les banquiers centraux reprendront une juste mesure de leur pouvoir. Parce qu'ils sont devenus fous. Les banquiers centraux sont devenus fous. C'est ce que tu disais. Depuis Bernanke, ils sont devenus fous. Tout puissant. Tout puissant, je sais, je peux imprimer de l'argent, donc je suis Dieu. Oui, mais de fait, comme il n'y a aucun contrôle de ça, et que le politique s'en sert malgré tout, qu'il n'y a pas de contrôle constitutionnel... Je ne suis pas sûr de ce que je vais te dire, mais je crois que la Bundesbank avait un conseil d'administration qui était des gens parfaitement honorables, qui avaient été mis là, mais qui étaient inamovibles après qu'ils étaient mis là, tu vois, un peu comme les juges... Un peu comme les cours suprêmes. Cours suprêmes aux États-Unis. Mais je crois que le conseil d'administration de la Bundesbank était responsable sur leurs biens propres des résultats de leur gestion. J'ai déjà entendu ça, ce serait une très bonne question à poser en amont à Marcus Kerber. Je vais lui poser là à Marcus. On va l'avoir un de ces jours à nouveau, Marcus. On va essayer de le revoir, notre ami Marcus Kerber, qui est notre meilleur ami allemand. Et mais écoute, voilà, je pense que ça conclut bien cette... Donc c'était peut-être un peu décousu, mais c'est que, vous savez, une carrière dans la finance, depuis 50 ans, ça a été décousu. Hein, ça partait dans tous les sens. C'était une rétrospective historique sur le rôle de la Banque centrale à son meilleur et à son pire. Qui a été mauvaise, qui a été incroyablement bonne, qui a été mauvaise et qui maintenant est en train de devenir criminelle.
Voilà. Et c'est à peu près la bonne frise historique. C'est la reprise. Et donc, en tant que citoyen, je me fais énormément de soucis. Comment pouvons-nous retrouver nos démocraties avec des banques centrales qui sont criminelles et qui achètent les voix? Voilà. Je pense que c'est le bon mot de la question. fin. Et on n'a pas vraiment de solution. Ah bah non. Non, comme tu dis souvent, c'est pas moi qui vous ai foutu dans ce merdier, ne me demandez pas de vous en sortir. Les gens me disent toujours, alors si vous étiez banquier central, nommé banquier central des États-Unis, qu'est-ce que vous feriez immédiatement? Et je leur réponds toujours, je donnerais ma démission. Non, qu'est-ce que tu ferais? Tu montrais les taux? Non, ce que je ferais, c'est que je laisserais les marchés trouver les taux. Oui, donc tu ferais des taux réels. Donc je laisserais les prix retrouver leur niveau normal. Et puis tu arrêterais d'imprimer. Et puis j'arrêterais d'imprimer. Voilà. Et je dirais aux gens, démerdez-vous. Voilà. Tu ferais rien. En étant payé grassement, ça me paraît parfait. Je ferai rien, mais ce qui requiert un courage inimaginable. Voilà. Et tu fermes toutes les portes. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette rétrospective du rôle de la Banque centrale, des banques centrales, leur vie, leurs œuvres. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions en dessous. Et peut-être que la semaine prochaine, si j'ai le courage, on se penchera sur Milton Friedman. Et si tu veux faire une rétrospective, ou alors on reprendra un sujet économique ou financier, on verra. Ça dépend un peu de l'actualité. Hein. Ça va dépendre de l'actualité aussi, mais ça serait pas inintéressant peut-être un jour de faire... D'expliquer qui était vraiment Milton Friedman. Non, dans ce cas-là, on ferait peut-être quelque chose d'un peu plus large sur l'école de Chicago. Sur l'école de Chicago, sur le monétarisme, sur l'école de peut-être plus sur le monétarisme. Monétarisme, voilà. Parce que c'est une vieille tendance de l'économie. Hein, il y a toujours eu des monétaristes. On fera ça. Mais écoutez, merci encore de nous avoir suivis. Le DAF était à fond, comme toujours. Et j'espère à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.